en 1943 déjà, très exactement en mai 1943, le Conseil national de la résistance se rencontre pour la première fois à Paris. Il y a là, autour de Jean Moulin, représentant de Gaulle, l'ensemble des grands mouvements de résistance, et de zone sud et de zone nord. Il y a les représentants de toutes les familles politiques françaises. Il y a les représentants des syndicats. Il y a une représentation réelle de la France dans ses différentes composantes. C'est une période où la résistance devient une réalité, et en France et dans le monde. Il faut sortir de la mythologie, de la légende rose. Ce n'est pas des milliers de résistants qui mènent la lutte armée pendant la guerre. Pour donner un seul exemple, en août 1943, au moment donc où sont menées les actions les plus spectaculaires de guérilla urbaine à Paris, par le groupe qu'on a appelé de son responsable, le groupe Manouchian, il y avait 65 militants qui menaient la lutte armée à Paris, en tout et pour tout. Et en face, il y avait quoi? Il y avait 2 brigades spéciales, chacune 100 inspecteurs, donc 200 inspecteurs, un rapport de force dramatique pour ces résistants, souvent des gamins, face à des inspecteurs de brigades spéciales qui sont des professionnels. À partir de novembre-décembre 1943, la brigade spéciale numéro 2 des renseignements généraux a gagné une bataille, qu'on va dire une bataille militaire, une bataille policière. Parce que, de fait, il n'y aura plus de lutte armée jusqu'en mai-juin 1944. Mais ils ont perdu, évidemment, politiquement. Parce que ce combat, d'abord parce que la libération approche, bien entendu, mais aussi parce que un combat militaire est d'abord un combat politique, même si les cibles sont des cibles militaires. C'est d'abord un combat qu'on mène sur le terrain politique pour la libération du territoire national, pour la reconstruction de l'identité nationale, autour des valeurs de la résistance. Et sinon, on ne comprend rien au combat qui est mené, parce que ce ne sont pas les actions qui ont été menées pendant toute la guerre, de 1941 à la libération. On verra la libération, c'est à part. Mais jusqu'à la libération, ce ne sont pas les coups de main menés par la résistance armée qui ont fait basculer la situation militaire. Mais en revanche, ces coups de main ont eu une importance essentielle dans l'évolution de l'opinion publique. L'insurrection parisienne, si vous voulez, s'explique à 2 niveaux. Déjà en avril 1942, le général de Gaulle avait indiqué qu'il n'y aurait pas de libération nationale sans insurrection nationale. Cela sous-entendait sans que le peuple participe à sa propre libération. En mai 1944, ce même Conseil national de la résistance, qui est devenu une forme de représentation de la France dans sa diversité, d'abord décide que l'ensemble des forces militaires de la résistance, de tous les mouvements, seront unifiées dans ce qu'on appellera les forces françaises de l'intérieur. Quel est l'objectif de ce commandement? Il est d'une part de diriger l'ensemble de ces organismes militaires, de les unifier et de les diriger. Mais il est aussi et explicitement de préparer, par décision du Conseil national de la résistance, l'insurrection nationale, dans le cadre de la stratégie alliée. Il faut être pas bien dans sa tête pour imaginer que l'on peut libérer la France d'une occupation comme celle d'un nombre considérable de divisions allemandes si les Alliés ne débarquent pas en France. Donc, il va de soi, et personne de ceux qui ont été concernés ne l'a jamais mis en question. C'est dans le cadre de la stratégie alliée que ceci doit se faire. Mais, si l'on veut que la France ait un rôle dans cette libération, elle ne peut pas s'en tenir strictement à appliquer ce qu'elle doit faire, la stratégie alliée. Mais elle doit aussi intervenir
Le peuple français doit être parti à sa propre libération. Et la signification réelle de l'insurrection nationale, c'est celle-là. C'est d'être dans le coup. C'est de participer à cette libération. Alors que le CPL, le Comité parisien de libération, au mois de février, je me souviens, lançait un appel à Londres et aux Américains en disant « Envoyez-nous des armes !» Parce que le maquis, maintenant, c'est la région parisienne et c'est Paris. Nous n'avons jamais rien reçu, ou très peu de choses. Et pourquoi on a manqué d'armes ? Ben, c'est clair. Depuis 1943, Pétain faisait courir le bruit que si jamais il y avait une insurrection, ce qu'à Dieu ne plaise à Paris, il y aurait un bain de sang. Les rouges allaient mettre du sang partout, qu'on allait tuer tout le monde, qu'il y aurait la guerre civile. Avec la libération de Paris, on change de registre. C'est plus un combat de quelques individus, c'est des milliers de personnes qui vont se mobiliser à l'approche des Alliés. Après le débarquement anglo-américain sur les côtes de Normandie le 6 juin 1944, il y a une accélération. Et les instances de la résistance, à Paris, le Conseil national de la résistance, l'état-major FFI des forces françaises de l'intérieur d'Île-de-France, si vous voulez, sont à point. Et il y a des premières manifestations d'une grande ampleur, le 14 juillet, et sans intervention des forces de l'ordre. Alors, pour en revenir à Paris, qui est-ce qui a déclenché l'insurrection ? Nous l'avions prévu de longue date, je le répète. Alors, les événements. Le 10 août, les cheminots se mettent en grève. Et cette grève s'étend presque tout de suite. Elle devient pratiquement générale dans tous les réseaux de chemin de fer. On avait lancé le mot d'ordre « Constituez-vous en milice patriotique ». Pour ce premier mot d'ordre, c'était mettre les usines en état de défense et d'autre part, s'armer. Alors pour s'armer, sur les Allemands isolés et sur les policiers, c'était plus facile. Et dans ce coin d'usines du nord et de l'est de Paris, où il n'y a plus d'usines, alors là, les comités populaires, les milices patriotiques s'en étaient donnés à cœur joie, et les policiers, ma foi, se laissaient désarmer assez facilement. Le 13 août 1944, les Allemands désarment les policiers de Saint-Denis et d'Asnières. C'est comme un déclic qui va entraîner une forte réaction parmi les collègues policiers, les gardiens de la paix en particulier, et puis surtout qui va être suivi le 15, 2 jours après, par un appel à la grève générale. Et cet appel est lancé par les 3 organisations de résistance de la police, qui vont donc appeler à cette grève générale en liaison avec le commandement FFI, donc en liaison avec Rol-Tanguy. Mon mari, à partir du 15 août, s'était installé avenue Verdier à Montrouge et j'étais chargée de ramener d'Antony à Montrouge sa mitraillette et la machine à écrire dont je me servais puisque j'étais sa collaboratrice, secrétaire, agent de liaison, je cumulais les tâches. Donc au 15 août, je suis revenue sur Montrouge, mon garçon dans son landau, dans lesquels on avait mis aussi la mitraillette et la machine à écrire. Il fallait bien cacher tout ça. Et ensuite, le 18, c'était l'an de grève générale, c'est-à-dire, comme le fameux général, fameux entre guillemets, von Scholtz a pu le dire, la grande ville se paralysait d'elle-même. J'ai été libérée dans la nuit du 18 au 19, avec 2 autres prisonniers condamnés à mort qui étaient restés pour la bonne bouche, c'est-à-dire le colonel Dax Pimpeau, ancien de la guerre d'Espagne, et une fille d'intelligence service. J'ai repris contact très rapidement avec la résistance, ou plutôt mon chef a repris contact avec moi parce qu'il a su qu'il pouvait le faire et que j'étais pas devenue
Il n'y avait rien à me reprocher. Bon, donc j'ai été immédiatement envoyée, comme 2 ou 3 autres étudiants, dénommés vieux combattants, hein, parce que nous étions dans la lutte armée depuis 1942, nous ont été envoyés à l'encadrement de la compagnie Saint-Just. Par conséquent, si nous avions pris la décision le 19 août, alors, de déclencher l'insurrection, et nous en avons pris la responsabilité, le commandement militaire des FFI, le COMAC, le CNR, naturellement, qui a pris ensuite la décision, le Comité parisien de libération, et moi-même, en tant que chef des FFI. Dans la nuit, je dirais, il avait écrit l'ordre du 19 août, que j'ai tapé à la machine et que j'ai porté dès 9h du matin à différentes liaisons que j'avais. Tandis que lui se rendait, il se rendait donc de l'autre côté de Paris, dans le 19e, et c'est en passant à la préfecture de police, par hasard, parce que son chemin le met par terre, que tout a bousculé pour lui, parce qu'il est rentré dans la préfecture alors qu'on y chantait la Marseillaise. Il était parti avec son costume Savareuse d'Espagne. Et il l'avait mise, on avait cousu des galons la veille. Alors, c'était le départ de l'insurrection. Alors, je dis le départ de l'insurrection parce qu'on l'avait donc décidé. Comité parisien de libération, on est allé trouver le CNR, on s'est mis d'accord avec le CNR, et là, chacun dans une pièce, on a rédigé, là, les uns l'appellent national, les autres l'appellent parisien, avec des gens comme Agnel, qui venaient à chaque instant me dire, vous croyez que c'est vraiment le moment, jusqu'au moment où en face, il y avait une annexe, je crois que c'est le ministère des Anciens Combattants, je sais plus quoi, où les types avaient hissé le drapeau, les Allemands tiraient dessus, et les gars répliquaient. Alors, ça a l'air d'être le moment. Bon, alors, à partir de ce moment-là, il m'a pu poser la question, est-ce que c'est bien le moment de déclencher l'insurrection? C'était clair. Nous avions rassemblé dans l'île de la Cité approximativement 2000 gardiens de la paix. Cela dès 6 heures du matin. Et c'est à, si mes souvenirs sont cette fois fidèles, vers 8h30 ou 9h que nous sommes entrés dans la préfecture de police et que nous avons hissé les couleurs. Tout d'un coup, dans le lointain, sur la préfecture de police, nous avons vu monter le drapeau français. Alors, il faut comprendre ce que cela veut dire après 4 ans. C'est comme une soif dans le désert et tout d'un coup, une oasis. Le 19 au matin, à la préfecture de police, grève, les policiers, etc. Et nous sommes tous surpris. Rolf Tanguy lui-même est surpris. Et comme il a des réflexes rapides, et que ça correspondait à son sens précisément de l'intervention la plus rapide possible, car en réalité, nous avons été en désaccord sur ce point de la date de l'insurrection. On était tous pour l'insurrection. Mais nous considérions, du côté gouvernemental, nous considérions que c'était non seulement d'une imprudence, mais une folie de démarrer dans ces conditions-là. Enfin, nous sommes débordés. Rolf Tanguy récupère l'opération promptement, très bien, du point de vue technique, très très bien. Et voilà, l'insurrection déclenche. Il y avait un grouillement incroyable. Je me rappelle même une cuisine qu'on était en train d'installer. Et nous ne comprenions toujours pas ce qui s'était passé. Et Monsieur Lamort, mon camarade d'aventure, nous devions bientôt nous séparer car il était allé ailleurs, m'a pris par la main et nous sommes allés au cabinet du préfet. Et là, nous sommes tombés sur Monsieur Luizet, préfet de police, depuis quelques minutes ou quelques quarts d'heure, et qui devait le rester pendant quelques années. Et à ce moment-là aussi, il a été appelé à l'extérieur pour participer à une réunion du Conseil national de la résistance. Et il m'a demandé de rester là et auprès du téléphone et de répondre. Je n'avais aucune mission de commandement, aucune responsabilité, et j'étais entouré par un mouvement animé de gardiens de la paix, en définitive, quelques gradés, oui. Bon, je m'installe
à ce que je devais découvrir plus tard comme le bureau du directeur de cabinet du préfet de police, et le téléphone s'est mis à sonner. Le premier appel est venu, je crois, me rappeler de M. Bussière, qui était le préfet de police d'avant la Révolution. Et il me dit qu'il se proposait comme intermédiaire pour arranger ça avec les Allemands. Et je lui ai répondu très calmement, sans même savoir ce que je disais, sans doute, enfin, sans connaître la portée exactement de ce que je disais. Votre temps est passé. Je vous demande de ne rien faire et de rester silencieux. Et voilà que quand éclate la libération, c'est-à-dire le 19 août 1944, j'avais perdu le contact avec ces deux groupes, avec Robert Monod et avec Pierre Stibbe. Je ne savais pas comment les retrouver. Et puis, dans l'après-midi, j'avais récupéré un camarade là, qui était un jeune avocat, qui habitait rue de l'Odéon. Nous étions sur les quais, une fois de plus en difficulté parce qu'il y avait des soldats allemands, enfin des voitures et des sidecars qui patrouillaient sur les quais. On était à quatre pattes et on s'est retrouvé nez à nez avec d'autres gens qui étaient à quatre pattes, et c'était justement Pierre Stibbe. Voilà, retrouvé miraculeusement. Ça a l'air d'être du roman, mais je vous jure que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Alors Pierre Stibbe nous a amenés en bas de la rue Saint-Jacques, l'hôtel d'ailleurs qui fait le coin de la rue et du quai était en train de flamber, et chez des vieilles filles professeurs d'histoire, alors là elles étaient servies comme histoire, qui était le PC, dans le fond, d'un groupe de ce mouvement, ceux de la CDLR, ceux de la Résistance. Et c'est ce groupe-là qui a été chargé le lendemain matin à l'aube d'aller s'emparer de l'hôtel de ville. Enfin, pourquoi ? Parce que Léo Hamon donc, était à la fois un des dirigeants de ceux de la Résistance et le vice-président du comité parisien de libération. Au moment où nous déclenchons l'ordre d'insurrection, l'insurrection est commencée. Nos camarades prennent possession des mairies, prennent possession de bâtiments et notamment de la préfecture de police. Et il faut bien comprendre ceci parce que cela va commander tout le reste. Nous avions des échos d'un peu partout parce que finalement, Léo Hamon, par exemple, à bicyclette, a traversé tous les obstacles et est venu à la préfecture nous dire que ça bardait ailleurs, que la réunion continuait parce que on s'était allé beaucoup plus vite qu'on ne pensait, qu'on n'était pas préparé à affronter cette bataille. Et donc, nous commencions à nous demander ce qui allait se passer, puisque nous n'avions comme arme que des mitraillettes et des revolvers de flics, quoi, des revolvers qu'ils portaient dans leur poche. Normalement, dans une insurrection, les gens font des barricades. On se bat. La circulation devient difficile et ce n'est qu'à la fin du processus, quand les troupes dites de l'ordre n'ont plus le contrôle de la situation, que les insurgés en voie de victoire viennent occuper les édifices publics. Là, les choses étaient renversées. La police tient la préfecture de police. C'est pas le rôle habituel des polices dans les insurrections. Et je répète, nos amis occupant les mairies, etc., s'érigent en cible possible de l'ennemi. La première chose que nous avons fait, c'est d'arrêter le préfet de Vichy. Alors, il y a eu un très noble échange de propos. Attention, soyez ménagers du sang français. Alors, Hamon a répondu, mais nous sommes plus ménagers que vous du sang français. Nous n'avons jamais signé de liste d'otages, nous, enfin, etc. Bon. Et puis, nous avons pris la place du préfet. Et pendant une semaine, dans le fond, on a tout organisé dans l'hôtel de ville. Le téléphone n'a jamais été coupé. Alors, on arrivait à contrôler quand même tout Paris. Et ça a été une semaine, évidemment, quand on est jeune, c'est un jeu tout ça, quoi. On s'est beaucoup amusé, enfin, c'était très grisant. Et puis l'hôtel de ville était devenu notre maison, quoi. On y vivait, on y mangeait, on y dormait. Quand arrivait la nuit, enfin,
On n'en met pas beaucoup, mais enfin, si on voulait dormir, on cherchait une pièce un peu retirée, puis on se couchait sur la moquette. Ça a commencé à barder, ça a commencé à... Tout d'un coup, un coup de téléphone du capitaine-chef d'état-major ou directeur de cabinet, je ne sais quoi, du général von Choltitz, qui demandait que nous leur rendions les cadavres de quelques soldats allemands qui avaient été tués. Or, je venais d'apprendre un instant plus tôt qu'un certain nombre de nos camarades étaient alignés sur le quai, au bas de la place Saint-Michel, et qu'ils étaient dans de mauvais draps, si j'en ai m'exprimer, sur le point d'être fusillés. Et j'ai indiqué que nous échangerions volontiers les uns contre les autres, des cadavres contre des vivants. Et ça s'est passé comme ça. On continuait ce que l'on faisait clandestinement. Et là, on le faisait, c'était toujours clandestin puisque c'était le PC souterrain, mais d'une façon plus active, puisqu'il y avait, on a tapé les ordres aux barricades, on a tapé pour la fabrication des bouteilles incendiaires. On tapait toutes ces choses qui accompagnaient cette période de libération, bien sûr, d'insurrection, je devrais dire. Le 22 août, les 600 barricades ont surgi dans Paris, à l'appel du colonel Rol-Tanguy et de toutes les forces de résistance. Pourquoi des barricades ? Il n'était pas question que nous nous battions canon contre canon. Nous n'étions pas des régiments, nous ne pouvions pas nous battre de cette façon. Il nous fallait continuer la guerre du peuple, la guérilla, d'une autre manière. Donc la barricade, c'est l'arme fatale du peuple de Paris. Ça, c'est dans le sang du peuple de Paris. C'est-à-dire que, comme l'a dit André Tollet, président du CPL, il a dit à peine, nous n'avions pas eu le temps de placarder les affiches que déjà les barricades étaient jusqu'au premier étage. Alors ces barricades étaient faites des choses les plus hétéroclites. Les sacs de pétinistes qu'on nous avait envoyés pour une défense passive, c'est-à-dire pour nous abriter des bombardements éventuels, qui étaient des sacs de sable, ont été très utiles, en l'occurrence. Et puis, la meilleure des barricades, les meilleures, c'était celles des gars du bâtiment. Parce qu'évidemment, ils savaient comment faire un mur. Bon, mais quelquefois, on tirait par les petits trous qu'on avait pratiqués dans les barricades. Ça, c'était les meilleures barricades, parce que là, on mourait moins. Nous n'étions ni bottés, ni gantés, ni bien habillés, mais nous nous battions. Et c'était la classe ouvrière qui, naturellement, était en pointe là-dessus, puisque c'était la plus nombreuse. Je reçois un appel téléphonique me disant de la part du chef de la résistance de Paris, mais était-ce le colonel Roll ou était-ce quelqu'un plus? Était-ce Sierra? Était-ce, je ne sais pas, était-ce le préfet de police? Nous disant que ça allait mal tourner et qu'il fallait abandonner la préfecture. J'ai demandé qu'on attende un instant, j'ai demandé aux 3 hommes que j'ai cités tout à l'heure de bien vouloir venir, et je leur ai dit, voilà le message que je reçois, et qu'est-ce qu'on fait? Les 3 ont dit non de la tête. Et je me suis tourné vers le téléphone et j'ai dit « jamais ». Vers 5-6 heures de l'après-midi, la situation était devenue telle, les chars allemands commençant à faire mouvement vers la préfecture, que Parodi donne instruction d'évacuer la préfecture par les sous-sols, par le métro, par où on voudra, dès que les tigres vont ouvrir le feu. Et puis, surprise, vers 7 heures du soir, coup de téléphone, je crois que c'est Pisani qui l'a reçu d'ailleurs, c'était le consul général de Suède, Raoul Nordling, qui demandait si la résistance serait d'accord pour un cessez-le-feu.
il me propose, il me demande si après tout une trêve ne serait pas bonne pour tout le monde, car les Allemands commencent à s'énerver. Alors, je dis, monsieur, quelle trêve s'agit-il? Ben, une trêve immédiate et totale à l'intérieur de la ville de Paris. Mais, monsieur le consul général, l'armée allemande est un système hiérarchisé. L'ordre part de l'état-major, il arrive dans la dernière section de l'armée, tandis que la résistance de Paris est un système qui voit jaillir, qui voit émerger, qui voit des lieux de résistance, des équipes de combat qui ont toutes le même objectif, et donc il n'y a pas de problème, mais qui n'ont pas de système d'organisation dont ils dépendent, qui ne reçoivent pas d'ordre. Ils ne connaissent qu'un ordre, c'est l'ordre supérieur, c'est l'ordre de l'histoire, se battre, mais comment, contre qui, quoi, tout ça. Et puis je lui dis, mais il faut donc du temps pour... alors, je vous rappelle. Bon. Et je réunis toujours les trois mousquetaires, et je leur dis, qu'est-ce qu'on fait? Discussion, sympathique d'ailleurs. Oh, il ne faut pas accepter la trêve avant la tombée de la nuit, me dit l'un d'eux. Pourquoi? Parce que la nuit, nous serons maîtres de Paris, et la nuit, les Allemands ne bougeront pas. Et donc, je traîne un peu, le consul général m'appelle en disant, monsieur, j'essaie de réunir un. Puis finalement, on fait traîner les choses jusqu'à obtenir que la trêve n'ait lieu qu'à la tombée de la nuit. Pendant toute la période que j'ai évoquée, où nous avons envisagé l'insurrection comme méthode de libération, il y en avait quelques-uns qui étaient opposés à cela. Ils disaient que l'insurrection, ça avait un petit air de préparation révolutionnaire et que cela mettait en danger l'installation d'un gouvernement qui est tout simplement le gouvernement de la France. Et nous avons eu pendant cette période une tentative qui était le dernier sursaut de cette attitude de dire « vous n'avez pas le droit de prendre le pouvoir ». Ça s'est appelé la trêve. Et cette trêve a duré, mettons, un peu plus de 24 heures, jusqu'à ce que le Conseil national de la résistance, sur notre insistance, y mette fin et jette l'ensemble des forces dans la bataille. Il y a eu des combats vraiment très durs, mais nous avons réussi à ce que le projet, enfin le but de l'état-major soit parfaitement soit parfaitement réalisé, c'est-à-dire ouvrir la porte aux armées alliées. Là, on a défait les barricades, on a ouvert la porte au sud de Paris et enquister dans quelques points fortifiés la résistance allemande que nous n'aurions pas pu nous réduire parce qu'ils avaient trop de chars. Les forces de la résistance n'avaient pas de moyens militaires suffisants pour tenir face aux Allemands, même s'ils ont réussi à cantonner les forces allemandes et bien sûr leur point d'appui, c'est-à-dire le Meurice, le Sénat, la commandanture à l'Opéra, le Majestic, l'école militaire, à la caserne du Prince-Eugène, place de la République. Quelques jours plus tard, c'est la parution des journaux. Tout cela est de caractère insurrectionnel. Sans tenir compte, mais c'est très important, de l'avance des Alliés. Les premières formations alliées américaines sont déjà pas très loin de Paris. Alors, qui a décidé? Vous pouvez passer votre vie à discuter de savoir qui a la priorité. Ça n'a pas de sens. La caractéristique d'un mouvement insurrectionnel, c'est le fait que tout cela converge. L'insurrection de Paris, c'est la convergence de tout ce que je viens de dire. Et s'il n'y avait pas eu cette convergence, il n'y aurait pas eu d'insurrection.
Mais on n'attend pas, c'est vrai, les forces de la résistance n'attendent pas un ordre formel des Américains qui ne viendra pas du reste, puisque l'ordre formel des Américains viendra sur l'insistance du général de Gaulle, sur en quelque sorte la désobéissance de Leclerc, qui a envoyé dès le 22 août une mission de reconnaissance aux abords de Paris. J'arrive, je laisse la colonne, je ne la mets pas sur l'axe, il y avait déjà suffisamment de monde. Je m'avance à pied et je tombe sur Leclerc qui était là. Et Leclerc qui tapait de la canne. C'était un signe d'impatience chez lui. Alors qu'il m'a aperçu. Il m'a dit, Drone, qu'est-ce que vous foutez là? Moi, je dis, mon général, je me rabats sur l'axe. De quoi? dit Leclerc. Oui, mon général, j'en ai reçu l'ordre. Leclerc m'a dit, il ne faut jamais exécuter les ordres idiots. Puis il m'a demandé d'où je venais, de quoi il retournait. J'ai dit, mon général, j'étais au large, bien au-delà de la prison de Fresnes. Il n'y avait plus rien devant nous. Leclerc dépend du commandement américain, mais il n'oublie pas qu'il dépend du général de Gaulle pour cette mission politique et militaire qu'est la libération de Paris. Or, il a des ordres du général de Gaulle depuis le mois de décembre 1943, où le général de Gaulle a clairement indiqué à Eisenhower que ce serait une division française, et en l'occurrence la division Leclerc, qui libérerait la capitale. Alors avec un objectif fort, bien sûr. Une division française parce que c'était effacer la honte de 40 et de l'occupation, et une division française parce que le général de Gaulle entendait bien empêcher l'administration militaire des territoires occupés, et que Paris, la capitale, c'est dans la capitale que se jouait la question du pouvoir. Donc, il fallait que cette mission militaire soit assurée, et politique soit assurée par une division sûre. Il y avait un enjeu décisif pour de Gaulle. Il arrivait sur Paris, il avait construit sa légitimité à Londres, il fallait qu'il reconstruise son appareil d'État, et dans la reconstruction de l'appareil d'État, la police devait jouer un rôle central. C'est pourquoi, d'une certaine façon, cette grève de la police parisienne a été une aubaine. Parce qu'il a pu ainsi s'appuyer sur cette police pour reconstruire l'État comme il avait commencé à le faire depuis le débarquement en Normandie, en installant ses hommes et en même temps en s'appuyant sur cette structure. Il faut savoir que c'était la police la plus importante, la plus puissante de France que cette police parisienne. Donc c'était un enjeu à la fois symbolique, mais pas simplement symbolique, fort pour de Gaulle. Affirmer sa légitimité, reconstruire l'État, et qui était devenu sa priorité, et reconstruire l'État passait par reconstruire l'appareil d'État. Et le général Bradley donne l'ordre au général Leclerc, tard le 22 août au soir, de foncer sur Paris. J'essayais d'avoir des renseignements. J'en avais beaucoup, de trop mais contradictoires. Il y a un brave type à côté de moi, que j'ai vu qui n'était pas loin, qui avait une espèce de vieille motocyclette. Je vous dis, on aurait dit un engin dessiné par Dubout. Qui s'est approché, qui m'a dit « Où voulez-vous aller ?» Où je voulais aller, je n'avais pas encore choisi l'objectif. Je savais que la résistance campait, d'une part à l'hôtel de ville, d'autre part à la préfecture de police. Une vieille réaction m'a fait choisir comme objectif l'hôtel de ville. Pourquoi? Parce que l'hôtel de ville, c'est le symbole des libertés parisiennes et des libertés tout court. Alors que la préfecture de police, ce n'est pas toujours le cas. Nous, on a continué la lutte d'Espagne, on l'a continué ici. On l'a continué ici. Bien, évidemment, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a eu plus ou moins de facilité, parce que quand on est rentré à Paris, les abstracts, ils avaient un drapeau républicain espagnol. Et après, ils l'ont fait enlever. À Paris, ils l'ont fait enlever. Nous, on a eu le choix politique qu'il y avait, on était des républicains espagnols. Dans les républicains espagnols, tu avais des anarchistes, des communistes, des socialistes, tu avais de tout. On avait fait la guerre d'Espagne, et quand il y avait quelqu'un qui tombait blessé, on ne regardait pas. Il était à droite, à gauche, au milieu, on allait le chercher, et on le ramenait.
Eh bien, quand on a été chez De Gaulle, ça a été exactement pareil. On était au réfectoire un soir, quand Stéphane a fait éruption dans le réfectoire en hurlant parce que les premiers chars de la division de Leclerc venaient d'arriver sur la place de l'Hôtel de Ville, le capitaine Drone. Alors on est sortis, on a déchargé nos armes en l'air, une sorte de feu de joie incroyable comme ça. La soirée du 25, les cloches avaient sonné dans la nuit du 24 pour dire que les 2 premiers chars de l'armée de drones de Leclerc étaient arrivés sur Paris, mais c'était trop tôt. Moi, mon travail de responsable a été essentiellement un travail d'organisation des barricades, et nous avions du travail, car je me souviens notamment de la bataille de la place de la République, qui n'était pas une échauffourée. Nous, à République, on était très nombreux. Il y avait peut-être des dizaines de groupes de résistants, dont aussi bien de Montreuil, les Garibaldiens, la MOI, le 11e, le 12e, le 20e, le 19e, les Espagnols. Enfin, il y avait énormément de monde, de la compagnie Fenestrelle. Nous cernions cette place. C'est la compagnie Saint-Just, dirigée à ce moment-là par Fenestrelle, qui a eu le privilège de pouvoir jeter dans une bouche de feu qui nous embêtait vraiment beaucoup, fusil mitrailleur, suffisamment de grenades pour les faire taire. Alors, c'est-à-dire que ces gens, ces Allemands qui étaient là, ont essayé, ça a été une bataille longue et morne, une bataille où on ne voyait pas l'ennemi, on se faisait tirer dessus un canon de 75, on n'a pas l'habitude, hein, nous, c'est pas 14-18, hein, canon, les fusils mitrailleurs, ça va encore, les mitrailleuses, on avait vu ça au train de Belleville-Villette, ça nous avait déjà pas mal impressionnés, mais on les avait, nous, impressionnés plus avec nos explosifs et nos petits boulots, nos petits trucs artisanaux de jeunes FTP habitués à agir très vite en groupe et d'avoir l'initiative et s'en aller tout de suite. C'était une bataille, mais en même temps une kermesse. C'est-à-dire, excusez-moi d'employer un gros mot, un épouvantable bordel. Dès que ça ne tirait pas, la population se précipitait sur nos voitures, embrassait les gars, leur apportait des bouteilles. Ils n'avaient pas besoin de ça pour être lucides, d'ailleurs. Et puis, dès que ça commençait à tirer, eh bien, la population s'est gaillée comme des volets de moineaux. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait tuer. Moi, je garde le souvenir d'un spectacle qui m'a beaucoup frappé. C'était celui d'une jeune fille, une très jeune fille, aux grands cheveux blonds, flottant, qui était montée, qui s'était agrippée à un de nos chars pour aller embrasser le chef de char, dont la tête émergeait au-dessus du capot relevé. Elle a reçu une rafale, je la vois glissant les mains en l'air, long du char et s'affalant en bas, tuée net. Les combats de la libération étaient très meurtriers. Hein. Partout où on libérait des choses, comme au Sénat, à Vincennes, on trouvait des charniers avec des gens avec les yeux crevés. Il faut pas. C'est pas bleu et rose la libération, hein. C'est pas bleu et rose. Le 24, oui, 24. Le général von Choltitz et le général Leclerc arrivaient pour... en effet, von Choltitz, Leclerc sont arrivés. Ils se sont enfermés dans la salle de billard de l'appartement du préfet de police, et avec colonel Roll, qu'en définitive on a un peu poussé parce que les militaires auraient eu tendance à ne pas reconnaître la dignité de cet homme qui sortait des pavés, si j'ose ainsi m'exprimer. Il y avait un tas de monde dans ce salon, et dans le lointain, puisque j'étais à l'angle, j'étais près de la porte pour la garder, pour éviter que quelqu'un entre dans la salle de billard, il y avait deux silhouettes qui étaient à contre-jour. Mais il y avait comme arrière-plan la Sainte-Chapelle, ce n'est pas mal, dire, comme spectacle. Et c'était deux hommes que je devais identifier plus tard, c'était Chaban et François Mitterrand.
Ils discutaient comme des braves. J'ai eu le sentiment, je crois même avoir entendu dire et savoir même qu'ils ne se connaissaient pas avant, qu'ils ont fait connaissance là, dans ce moment historique. On attendait De Gaulle, bien sûr, et puis, dans le fond, les révolutions en France, ça se termine toujours à l'Hôtel de Ville, hein, dans toute l'histoire. Hein, donc, De Gaulle, il fallait qu'il vienne à l'Hôtel de Ville. Et il est venu. Et on était grimpé sur les fenêtres pour le voir arriver. Enfin, et puis il est venu jusque dans notre fameux bureau là, du préfet. Là. Et à son air sévère, partisan de l'ordre finalement, on s'est dit, tiens, ben, la récréation est terminée, elle a fini de rigoler. Le 25 ou le 26 août, le général Leclerc passait par Paris et avant de rejoindre ses unités qui étaient déjà en Champagne ou peut-être dans les Vosges, peut-être pas encore dans les Vosges. Et le préfet de police, Charles Luizet, l'invite à déjeuner. Nous sommes 6 à table. Nous nous bafferons de foie gras et autres friandises que les Allemands avaient accumulées dans leurs hôtels et dont nous bénéficions. Et la conversation se passe autour du récit soit de l'avancée des troupes vers Paris, soit de ce qui s'était passé dans Paris. Et il ressort, au bout d'un moment, que je suis le seul d'entre toutes les personnes assises autour de la table qui soit resté en France pendant toute la durée de la guerre. Et j'ai entendu cette phrase. Le général Leclerc se tournant vers moi. « Monsieur, vous avez été en France pendant toute la guerre. » Oui, mon général. Racontez-la moi. Car nous la servons depuis 4 ans et elle a sans doute beaucoup changé, nous ne la connaissons plus. Et donc, le vendredi matin, il y a eu le passage des troupes. Et j'étais là, hein. J'étais au premier rang ici. Et j'ai déjà dit, mais vraiment, c'est le sentiment que j'avais, c'est que je n'étais pas dans l'ambiance de fête. Parce que je pense qu'il y avait trop d'amis qu'on avait laissés en route. Il y en avait trop dont on ne savait pas déporter s'ils reviendraient. Et j'avais aussi, à commencer par mon père, qui était déporté à Auschwitz. Et j'avais ce sentiment, les femmes, les hommes qu'on avait laissés en route, je ne pouvais pas me détacher de ça. J'ai failli l'oublier et c'est pourtant un événement essentiel qui m'a fait prendre une attitude que je ne regrette absolument pas, mais qui ne laisse pas de poser problème à ma propre conscience. J'étais dans mon bureau lorsque l'huissier, toujours l'huissier, l'éternel huissier, Pris, un type épatant, il savait tout, il vient et me dit, il y a là un monsieur, c'était le nom d'un poète important. Il était en culotte de golf, et en pantalon de golf et un sac au dos. Il était complètement décavé, complètement. Et il me dit, monsieur, je viens de me rendre à la justice de mon pays. Je ne veux pas faire courir des risques aux habits chez lesquels je dors en changeant chaque soir. Je n'ai pas trahi, j'ai dit ce que je pensais. En effet, j'ai souhaité... Je suis Robert Brasillach. Monsieur, à la date d'aujourd'hui, la justice est un peu expéditive et je crains que si elle vous prenait, vous n'auriez aucune chance de vous sauver. À peine de vous défendre. Et voilà, vous voyez, derrière vous, il y a une porte, vous l'empruntez, derrière, en face, il y a une porte, vous l'empruntez, vous êtes dans un escalier, vous descendez, vous êtes dans la rue, vous disparaissez, et personne ne saura jamais que vous êtes venu me voir. Je quitte le bureau. Si vous êtes là quand vous revenez, quand je reviens, vous
j'appellerai le directeur de la police judiciaire et je vous mettrai entre ses mains. Et en effet, il était là. Il n'avait plus la force de vivre. Et il a été condamné à mort. Nous sommes allés dormir à la caserne Royer Diderot. Il y avait pas mal de groupes FTP ou autres. Tous les groupes de résistance étaient réunis là, sur ordre, et dans l'intention de s'embaucher dans l'armée régulière. J'ai entendu, ou j'ai plutôt lu une fois, un imbécile qui écrivait dans un journal de télé oui, De Gaulle les a bien matés parce qu'il les a embauchés immédiatement dans l'armée, comme ça c'était terminé. Ben oui, mais c'était pas comme ça du tout que ça s'est passé, hein, parce que pour s'embaucher, c'était pas facile. Et ils en voulaient pas tellement de ces soldats non habillés, soldats de l'ombre. C'était pas une très bonne recommandation, hein. Même à Royer Diderot. Heureusement, il y avait Fabien, il y avait Baudouin, il y avait Fenestrel, il y avait tout ça. Bon, Scolari, bon, ça va. Mais les gars se sont embauchés un à un, volontairement. Et ils ont été mourir en décembre 1944 sur le front d'Alsace. Et presque tous mes camarades de la Saint-Just ont été tués ou blessés gravement à ce moment-là. 4 années de lutte et d'organisation clandestine ont abouti à l'insurrection à la bataille de Paris. Avec ces FFI, le peuple de Paris s'est battu, a dressé ses barricades, acculé l'ennemi à la défensive. Il reste la France à libérer. Les FFI de l'Île-de-France poursuivent le combat et appellent tous les patriotes aux armes à rejoindre, à l'appel du général de Gaulle, la nouvelle mais déjà puissante armée française. Dans la situation qui existait, là aussi, il n'y a plus aucun doute. Les documents sont parfaitement clairs. Qu'est-ce que prévoyaient les états-majors alliés? Ils avaient prévu l'installation dans toute la France et à Paris d'une administration militaire qui s'appelait l'AMGOT. C'était une administration militaire qui prévoyait même la monnaie. Il y avait des francs sous forme de billets verts en forme de dollars. Et il y avait désigné à tous les postes, jusqu'au poste de sous-préfet, jusqu'au poste d'administration relativement mineur, d'officiers américains qui auraient pris tout en main. Et cela s'accompagnait du refus explicite, clair, non ambigu, de ne pas reconnaître le gouvernement provisoire de la France, c'est-à-dire le gouvernement du général de Gaulle. Que s'est-il passé une fois que Paris était libéré? C'est vraiment d'une simplicité biblique. Personne n'a plus rien dit. Le gouvernement a été reconnu sans autre forme de procès. Et ce sont les autorités françaises qui se sont installées. Ça fait quand même une sacrée différence. D'autant plus que vous avez l'exemple contraire en Italie. Et cela a pesé pendant des années sur le fonctionnement des institutions italiennes. Ça fait une situation qui n'est pas tout à fait la même. Finalement, la libération de Paris a été un moment crucial parce qu'elle permet de mesurer l'état des rapports de force et des logiques qui sont à l'œuvre. Les logiques qui sont à l'œuvre entre les Alliés et la Résistance. Les Alliés, eux, s'inscrivent dans une logique d'abord de guerre. Il faut gagner la guerre. Et puis, pour la Résistance, c'est une logique de guerre, certes, gagner la guerre, mais une logique fondamentalement politique. On gagne la guerre pour libérer le territoire et construire une nouvelle société, reprendre en main ce pays qui a été confisqué. Et il est impossible de comprendre la libération si on n'a pas, évidemment, en mémoire cette importance du Parti communiste qui, ça n'est pas un hasard, à la libération, va être de très loin le premier parti de France, puisqu'il va atteindre, au bout d'un an ou deux, jusqu'à plus de 28% des voix.
aux élections. Mais là, on est dans les combats de la libération. Alors, que veut le Parti communiste? Là, je dirais qu'on a une double légende qui est apparue. Est-ce que le Parti communiste veut prendre le pouvoir? Alors, certains disaient pendant des années, oui, il voulait prendre le pouvoir parce qu'il avait la volonté d'instaurer une république des soviets en France, donc d'imposer le régime soviétique sur le modèle de l'Union soviétique, donc en France. Et puis il y en a d'autres qui disent ils ont refusé de prendre le pouvoir parce qu'ils ont fait un accord avec la bourgeoisie. Voilà. Bon. En fait, les deux relèvent de mythes. Ce qui était en fait en jeu derrière pour le Parti communiste, c'est certainement la volonté d'affirmer son contrôle sur toute une série de leviers de pouvoir de la France qui allait se construire, mais sans avoir en tête de subvertir l'ensemble dans une perspective d'instauration d'une sorte de république populaire sur le modèle qui va s'instaurer ensuite en Europe centrale et orientale. Il y a 10 ans, j'ai été invité à participer à une émission de télévision à laquelle participaient les tenants de la libération de Paris, dont le leader était Tollet, élu communiste, et les représentants de la France libre, qui étaient des partisans de la France libre. C'est-à-dire qu'il y avait libération de Paris contre France libre, d'une certaine façon. C'était un combat historique et idéologique en même temps, etc. Et le problème était de savoir qui avait libéré Paris. Est-ce que c'était le peuple de Paris qui s'était libéré, ou est-ce que c'était la deuxième liste de Lyon avec l'assistance des Alliés qui avaient libéré Paris? Alors, moi, je ne disais rien parce que je commençais à m'énerver un peu. Et finalement, je demande la parole, je dis, mais, pardon, monsieur Tollet, est-ce que si les armées alliées, la deuxième libérée en tête, n'étaient pas arrivées, nous aurions tenu longtemps contre les Allemands décidés à gagner la bataille de Paris? Son silence m'a dit non. Et je me suis tourné vers les autres et je leur ai dit, mais dis-toi, et si Paris ne s'était pas libéré, et si les Allemands s'étaient installés dans Paris pour résister, est-ce que les choses se seraient passées comme elles se sont passées? Non. Alors pourquoi ne pas reconnaître que la libération de Paris a été le résultat non pas de l'accord, car tout ça n'a pas été formel, mais de la cohérence profonde des attitudes de ceux qui luttaient pour libérer Paris du dedans et de ceux qui luttaient pour libérer Paris du dehors.